webinaire s'intitule Faut-il tout miser sur Microsoft Teams pour sa transformation? Alors, c'est un point dont on va débattre, mais avant de vous présenter ce qu'il y a au menu aujourd'hui, je vais laisser Arnaud présenter l'écho en quelques secondes, car Arnaud Rérol est avec moi. Bonjour à tous. Merci effectivement de participer à cette présentation de l'étude. C'est un gros travail qui a été fait encore par l'équipe. Vous allez voir tous les contributeurs intervenir ce matin. Bastien qui vient de se présenter, mais aussi Greg et Cameron qui prendront la parole dans un instant. Pour mettre en perspective ce travail, je voulais juste rapidement réexpliquer la mission de l'écho. Certains d'entre vous nous connaissent, on a pu travailler avec vous. Ce qui nous motive aujourd'hui, ce qui flèche les efforts et l'investissement de l'écho, c'est d'arriver à compléter l'apport technologique au sein de vos grandes organisations, d'arriver en fait à vous apporter des outils, des démarches d'accompagnement qui soient plus qualitatives que ce qu'on a pu faire par le passé. Donc aujourd'hui, on a la capacité de former des ambassadeurs, tous les acteurs de la transformation, pour qu'ils puissent agir efficacement, concrètement, qu'ils soient en mesure de questionner l'existant autour d'eux, qu'ils arrivent à mettre en mouvement leurs collègues. Et on sait que c'est un travail qui est pas simple au quotidien. On a également des modules d'ateliers, que ce soit avec des sets de cartes ou des applications sur mobile ou des modules dans Klaxoon. L'objectif, c'est de créer une expérience d'animation qui soit mobilisante et auquel les participants ont plaisir à venir participer. Et puis le dernier levier important pour nous et qui prend vraiment de l'importance ces derniers temps, c'est les analytics. C'est se donner la capacité d'arriver à renforcer la nécessité de changer. On montre les limites de nos pratiques existantes, du plafonnement de productivité dans lequel on est souvent. Bien sûr, ça permet de mesurer aussi les progrès réalisés et d'encourager ceux qui font l'effort de questionner cet existant et de tester des choses. Et puis, ça permet aussi de créer de l'émulation. Et on va en reparler tout à l'heure. Aujourd'hui, la data prend de l'ampleur et on a une vraie capacité à délivrer cette information et une information pertinente à ceux qui veulent se mobiliser. Voilà. Bastien, je te laisse présenter le sommaire et puis je reprendrai la parole tout à l'heure. Merci Arnaud. Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, on est plusieurs à se mobiliser sur ce sujet. Donc Arnaud vient de se présenter. Moi, je suis directeur associé Bastien Lelanne chez l'ECO depuis une dizaine d'années. Donc, j'étudie le marché et j'en suis à, je sais plus, ma 15e ou 16e étude l'ECO. Je suis accompagné par mes collaborateurs de choc, Cameron Banane et Grégoire Le Rouge. Il y a des personnes que vous ne verrez pas témoigner ce matin, mais qui sont aussi tout importants. C'est Valérian Pieusin et Loïsa Timon, qui sont un petit peu notre pôle création et nos directeurs artistiques qui permettent de bonifier, on va dire, tous nos contenus et notre expertise qu'on met en avant via ces événements et ces études. Alors, au menu ce matin, il y a 3 grandes parties dont j'aimerais vous parler avec mes collègues. Déjà, on va prendre le temps de revenir sur 4 années d'évolution et de perspective autour de Microsoft Teams. Alors, j'ai fait l'exercice de relire l'étude que nous avions sortie il y a quelques années sur le sujet. Donc, c'est assez intéressant. À l'époque, on avait pris la parole dès le lancement de Teams, donc à la fois dans sa version bêta en fin d'année 2016 et sa vraie première version en mars 2017, il me semble. On avait déjà dressé quelques constats. Vous allez voir, on va revenir dessus pendant ce webinaire. Donc, c'est Cameron qui se chargera de bien mettre en avant tout le boulot qu'il a fait cette année, de décortiquer cette roadmap de Teams. Je laisserai ensuite Grégoire poursuivre sur les expériences qu'on peut avoir dans Microsoft Teams en matière de collaboration, les forces, mais aussi des limites qui peuvent laisser la place à d'autres acteurs complémentaires qu'on se permettra de citer ici. Enfin, on reviendra sur des aspects de gouvernance autour de Microsoft Teams, mais aussi ce dont Arnaud parlait, comment on peut piloter par l'usage effectif pour exploiter le potentiel de Teams. Parce que je pense que les éléments qu'on va vous présenter là vont beaucoup vous parler si vous êtes au cœur d'un projet de transformation avec Microsoft Teams. Donc, on a pas mal de convictions sur le sujet. Alors, sans transition, avant qu'on revienne sur ces 4 dernières années, j'aimerais juste introduire en quelques minutes ce qu'il y a derrière Teams. Nous, Teams, aujourd'hui, on considère que c'est vraiment une marque lexicalisée et un produit qui prend plusieurs formes. Pour la majorité, Teams, c'est avant tout un outil de visioconférence. Et ces derniers mois nous l'ont prouvé, la crise sanitaire que l'on traverse nous le prouve aussi.
On utilise majoritairement Teams, plusieurs centaines de millions d'utilisateurs de Teams au quotidien utilisent Teams pour ses fonctionnalités héritées de Skype, la visioconférence. Voilà. Pour certains, c'est aussi un outil pour chatter, pour s'envoyer des messages et porter l'usage messagerie instantanée qu'on avait dans Skype autrefois, dans Microsoft Teams. Pour une petite partie, c'est aussi bien pratique pour coproduire des documents. Mais là, déjà, on est sur des proportions qui sont vraiment moindres. Et enfin, dans le dernier cas de maturité, Teams peut vraiment être le compagnon du quotidien pour travailler en équipe en déployant des pratiques agiles, avec Planner, avec d'autres fonctionnalités dont on va parler ce matin. Donc là, l'enseignement, c'est derrière ce produit multiforme et la marque, chaque utilisateur va prendre en main l'outil à sa façon. Pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, on s'est fait la réflexion avec Arnaud une fois, on avait un rendez-vous avec un partenaire et l'issue de ce rendez-vous, de cette discussion, c'était bon, on se fait une Teams. On se fait une Teams, on s'est regardé, et là, en l'occurrence, ça voulait dire se faire une réunion Teams. Donc, mettons-nous à la place d'un utilisateur qui a entendu parler rapidement de Microsoft Teams. Quelqu'un lui dit, on se fait une Teams. Il va se dire, OK, pourquoi pas, bon, ça a l'air sympa. Il va prendre connaissance de Teams. Bon, naturellement, il va aller regarder sur ce qu'il a sous la main pour en savoir un peu plus. Et il va tomber donc soit sur la page Wikipédia qui va lui raconter que Teams est une application de communication collaborative et qui va lui expliquer comment c'est intégré à Microsoft 365, Skype, etc. Peut-être qu'en rentrant chez lui le soir, s'il regarde la télé, il va voir une publicité de Microsoft qui va mettre en avant, on va dire, les fonctionnalités de visioconférence et l'interface. Si il a envie d'avoir un contenu un peu plus pointu, il va aller se renseigner sur la presse spécialisée. Il va peut-être tomber sur cet article du journal du Net qui va expliquer que Teams centralise et fluidifie les échanges des équipes de travail en remplaçant les traditionnels messages par email et conversations en temps réel. Donc, bilan des courses, quelqu'un qui prend connaissance de Teams à partir de la question « on se fait une Teams », il va peut-être être un peu paumé. Et donc ça, cette réalité-là, on la retrouve dans l'organisation d'un point de vue perception du produit parce que derrière, il y a une marque et derrière, c'est multiforme. Enfin, sur ces aspects de Teams qui peut prendre plusieurs formes, il y a aussi la réalité de ce qu'on a dans nos entreprises. Je vais vous détailler tout ça, mais on a un produit sur étagère autour duquel Microsoft communique largement, donne plein d'infos, mais ce produit sur étagère, le produit idéal, ou en tout cas 100% des fonctionnalités qu'on peut avoir sur Teams, c'est pas forcément celui qu'on va retrouver dans nos entreprises, pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on peut avoir un premier filtre qui est l'infrastructure ou la capacité des réseaux. Donc, avant de prendre le produit sur étagère et de mettre en place les fonctionnalités de visioconférence, on peut avoir un petit blocage. C'est juste la taille des tuyaux, par exemple, qui vont pas être assez gros pour supporter des flux vidéo en permanence. Donc, on peut avoir un petit retard à l'allumage là-dessus et le fait de pas activer ces fonctionnalités. Ensuite, on peut avoir des politiques de sécurité qui vont faire en sorte qu'on ne passe pas dans Teams pour certains cas d'usage, pour échanger certains messages, pour la messagerie instantanée, par exemple. Certaines entreprises sont encore sur du Skype on-premise et n'activent pas ces fonctionnalités pour des raisons de sécurité. On peut aussi avoir des choix de configuration, tout ça est lié, c'est un peu la conséquence, mais le fait de choisir d'activer ou non certaines applications qui sont connectées à Microsoft Teams, que ce soit des applications Office 365 ou externes, ça peut être un choix. Et donc tout ceci contribue au fait que l'outil qui est déployé peut souvent prendre une forme différente du produit qu'on a sur étagère. Pour vous donner deux exemples diamétralement opposés, j'ai deux clients en ce moment, deux gros clients. L'un, une entreprise pharmaceutique qui se reconnaîtra, alors je sais qu'il est inscrit, et l'autre, un secteur industrie nucléaire qui se reconnaîtra aussi. Eux ont deux Teams qui sont foncièrement différents. Dans un cas, on a choisi d'abord de passer par l'outil de visio, mais de désactiver les espaces d'équipe et le hub applicatif, parce que ces usages-là sont portés dans d'autres plateformes et gouvernés ailleurs. Dans l'autre cas de figure, on a choisi de déployer d'abord les espaces d'équipe, voire ensuite le hub applicatif, mais de garder la visio et la discussion instantanée dans Skype pour le moment. Voilà. Donc les démarches sont différentes, le produit final est différent, et donc chaque entreprise va définir et mettre en place sa propre version de Teams. Donc ce qu'il y a, c'est que derrière ce produit sur étagère et la perception que chacun peut avoir de ce produit, c'est charge à chaque entreprise finalement de construire son offre avec Teams. C'est ce qu'on va vous démontrer dans les prochaines minutes. Mais Teams peut être le compagnon au quotidien pour des usages standards, les usages communs de collaboration, mais pour certains cas d'usage avancés, il va falloir se tourner vers des best players. On en parlera assez longuement tout au long de la présentation. Le deuxième point, c'est que clarifier sa proposition de valeur et les cas d'usage va se différencier ensuite
dans les approches d'accompagnement. C'est évident ce que je vous dis là, mais si Teams est juste un outil de visio, on va pas l'accompagner de la même manière que si c'est un vrai outil du travailler autrement. Enfin, et c'est ce qu'on verra particulièrement avec Arnaud, c'est que plutôt que de naviguer à vue, de déployer Teams et de se retrouver après 2 ans avec 10 000 équipes qui sont pas bien utilisées, certaines qui sont mortes, certaines qui sont contre-productives, bah voilà, on a besoin d'avoir une vision et des indicateurs d'adoption avec une intention derrière, soit mesurer les progrès, soit créer de l'émulation, soit faire prendre conscience d'une situation donnée. Cameron, j'aimerais que tu me présentes tes travaux de cette année. Tu as décortiqué à la fois les évolutions de Teams ces dernières années, mais aussi la roadmap. Voilà. Présente-nous un petit peu. Merci beaucoup, Bastien, et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour que l'entreprise puisse se projeter pour construire son offre collaborative sur Microsoft 365 et plus particulièrement sur Teams, il faut que cette entreprise puisse se projeter dans la roadmap de Teams. Et pour nous, pour anticiper cette roadmap, on a eu besoin de faire une analyse très détaillée sur les 4 années d'évolution de Teams qu'on va détailler dans cette partie. Alors juste, Cameron, j'ai oublié un des fondamentaux de la facilitation de réunions à distance. Utilisez le chat pour poser vos questions. On a plusieurs personnes qui peuvent y répondre en temps réel, et à la fin de ce webinaire, on prendra un peu le temps pour approfondir pour les questions qu'il nécessite. Désolé, Cameron. Pas de souci. Alors, ok, merci beaucoup. Donc, on avait identifié 3 temps forts dans les évolutions qu'on a eues sur Teams. Au début, Teams est né comme une réponse directe à Slack, mais avec un objectif de remplacer Slack d'entreprise à l'intérieur de l'univers Microsoft 365. À cette époque-là, en 2017, on a un outil d'échange en continu pour les équipes avec les fonctionnalités de partage de documents, partage d'informations et pour couvrir les usages très très basiques de la collaboration. 2 ans plus tard, on a Skype d'entreprise qui est bien intégré dans Teams. Il y a d'autres outils comme SharePoint pour les bibliothèques de documents. On a toujours un outil de chat, de conversation en continu pour les équipes. On a la possibilité de coproduire les documents directement à l'intérieur de Teams. Mais le problème à cette époque, c'est que ces outils sont des onglets indépendants à l'intérieur de Teams qui ne se communiquent pas très facilement et très bien entre eux. Aujourd'hui, on parle de construire une digital workplace tout en un à l'intérieur de Teams. Ça veut dire qu'on a les mêmes fonctionnalités et les mêmes outils, alors que ces outils ne sont plus les onglets indépendants. Ils se parlent entre eux. On peut recevoir les notifications dans un centre de notification centralisé. On peut avoir les informations provenant des différentes applications dans le flux d'échange de Teams. Donc, on a un espace un peu plus fort que ce qu'on avait avant. Il y a des connecteurs qui sont développés, des articulations via les connecteurs vers les outils externes ou bien vers les différentes briques d'Office 365, une offre Power Platform qui est généralisée et un moteur de recherche bien plus fort que ce qu'on avait avant. Mais pour bien comprendre ces dynamiques et ces évolutions, c'est indispensable de positionner Teams vis-à-vis d'autres acteurs du marché, les best players. Si on regarde la trajectoire qui ont passé Teams et les best players, on voit qu'ils ont la même trajectoire. Ça veut dire le temps sur la naissance de Teams pour adresser les usages basiques de collaboration. On voit que Slack existait déjà 4 ans auparavant, qui couvrait exactement les mêmes usages avec une expérience peut-être mieux. Deuxième étape pour Teams, c'était pour outiller les équipes avec les usages un peu plus avancés, contextualiser les échanges dans les canaux différents, les bien contextualiser, recevoir les notifications des différentes applications, collaborer dans Planner, par exemple, pour organiser les tâches de tous les jours des collaborateurs. On voit que le duo de Trello et Slack couvrait bien meilleur un petit peu ces usages. La troisième étape, dont on parle aujourd'hui, c'est construire une digital workplace à l'intérieur de Teams. C'est quoi une digital workplace? C'est l'ensemble des fonctionnalités des applications qui se parlent entre eux, qui se communiquent, qui facilitent la collaboration
collaboration d'une équipe. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on parle de construire une digital workplace à l'intérieur de Slack avec un ensemble des outils, comme Trello, comme Google Drive pour produire les documents. Donc, c'est un concept qui existe déjà. Les best players sont allés encore plus loin aujourd'hui. Ils sont dans la phase de personnalisation de l'expérience des utilisateurs à l'aide de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs reçoivent les informations pertinentes en fonction de leur profil, les bots pour éviter la navigation entre les drives, les agendas pour savoir quel document a été modifié ou quel événement va arriver prochainement. Donc, on peut attendre de Teams d'aller dans ce sens-là aussi. Mais c'est pas le point le plus important. Le plus important, c'est le message que Bastien va nous expliquer sur la diapo suivante. Merci Cameron. Alors juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vraiment important de percevoir Teams et l'éditeur qu'il y a derrière par rapport aux autres éditeurs qui traquent des nouvelles manières de collaborer. On a un Microsoft qui, mine de rien, quand même, il est largement répandu dans toutes les entreprises, vraiment une masse d'utilisateurs incroyable. Donc, on n'est pas sur les mêmes dynamiques, la même réalité d'entreprise derrière pour délivrer des nouvelles fonctionnalités qui vont proposer des nouvelles expériences. Et donc, Teams évolue avec les demandes du grand public. C'est important de comprendre ça. Il y a plusieurs exemples, on pourra y revenir, hein, mais l'exemple des canaux privés a été une fonctionnalité développée dans Teams uniquement pour satisfaire la user voice et les demandes du grand public. Donc, finalement, comparer Teams et les best players, ça revient à se projeter, si vous aimez le grand air, à une balade en montagne. Certains vont satisfaire de la randonnée de l'expérience très classique que ce chemin va vous proposer, et d'autres explorateurs vont avoir envie d'une autre expérience, plus de sensations fortes, peut-être plus d'escalade, et vont se satisfaire du travail avec des acteurs spécialisés qui vont vraiment proposer cette expérience un peu plus aboutie, un peu plus audacieuse. Et ce qui se passe, et c'est ce que Cameron vient de nous expliquer avec cette histoire d'escalier, c'est que les best players sont inspirants pour des grands standards comme Microsoft Teams et vont aussi influencer la masse d'utilisateurs, mais dans des proportions moindres. Donc ça, c'est important de le souligner ici. On a une masse d'utilisateurs, certains explorateurs, des cas d'usage qui vont inspirer la masse, mais dans des proportions assez réduites. Donc, Teams doit composer avec ça, faire vivre sa roadmap en satisfaisant les besoins de 80 ou 90% des utilisateurs qui restent des besoins standards, tout en essayant de s'inspirer de ce qui est fait sur le meilleur du marché. Ok, en plus de ça, Bastien nous a parlé d'un retard sur les nouvelles fonctionnalités qui propose Teams, mais quand Teams, mais Microsoft décide de proposer une nouvelle fonctionnalité, les intégrations prennent beaucoup de temps. Ces intégrations tardives dégradent l'expérience d'utilisation de Teams. Sur cette diapo, sur la gauche, on voit les étapes à passer pour un best player pour sortir une fonctionnalité, pour sortir une nouvelle fonctionnalité. C'est normal pour une petite structure comme les best players parce que il y a moins d'utilisateurs, moins de clients. On décide chez les best players de sortir une fonctionnalité, on travaille en chambre pour développer cette fonctionnalité et on sort une dernière version, une version qui est fonctionnelle à l'intérieur de notre suite. Par contre, chez Teams, on prend connaissance d'une fonctionnalité, c'est une stratégie en cascade. On prend connaissance d'une fonctionnalité à intégrer qui existe déjà chez les best players. On annonce le début de développement de cette fonctionnalité. Quelques mois après, on sort une première version de cette dernière. Les intégrations ne sont pas abouties, l'expérience n'est pas standard, donc il faut encore améliorer cette fonctionnalité. De l'autre côté, le déploiement ne se fait pas de manière one shot, c'est progressif. Ça veut dire cette fonctionnalité est déployée sur une entité d'une entreprise et c'est différent pour une entreprise à l'autre. Au bout d'un moment, on sort avec les étapes progressives d'amélioration, on sort une fonctionnalité qui n'est
plus une nouvelle fonctionnalité dans le marché. Donc, ça dégrade l'expérience d'utilisation de Teams. Il y a beaucoup d'exemples. On va détailler cet exemple de réunion Teams. C'est une fonctionnalité phare aujourd'hui de Teams. L'objectif de Teams pour sa naissance, c'était de remplacer Skype d'entreprise. Quelques mois après, Microsoft annonce la sortie de cette fonctionnalité. Sur la troisième étape, Skype, un an après, est intégré dans Teams, mais il reste encore des améliorations à faire. Intégration de visioconférence, partage de documents pendant la réunion, le chat de réunion. Deuxième vague d'amélioration, c'était l'intégration de OneNote dans les réunions et pouvoir échanger pendant cette dernière. Troisième étape d'amélioration qui était récemment faite, c'était de définir le rôle de présentateur, ajouter un tableau blanc pour faire des réunions un peu plus interactives et ajouter des interactions comme main levée. Aujourd'hui, on a des réunions qui sont matures, mais par exemple, aujourd'hui, Microsoft a annoncé la nouvelle fonctionnalité de Breakout Rooms qui divise les réunions en sous-équipes pour pouvoir parler plus précisément sur le sujet plus précis. Alors, si on prend un peu de recul de toutes ces évolutions et si on fait une capture de la situation actuelle de Teams, on voit que Teams a progressé massivement sur différentes fonctionnalités, mais il reste encore des améliorations en termes d'articulation et des connecteurs avec les briques de Microsoft 365, notamment Planner, dont les connecteurs ne sont pas matures, avec le Yammer. On ne peut pas accéder aux documents qui sont stockés dans Yammer. Avec les applications tierces, les connecteurs ne sont pas matures et il faut, si on veut aller plus loin, il faut utiliser Power Platform, qui est une offre payante. Il n'est pas inclus dans la licence initiale des utilisateurs. Donc, il reste encore des choses à faire pour faire de Teams une digital workplace à l'intérieur de la suite Microsoft 365. C'est intéressant parce que Teams vraiment progresse sur ce point à sa vitesse, à la vitesse que Microsoft veut bien lui donner. Vous voyez bien le parallèle aussi avec une plateforme dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, Slack, qui a basé uniquement sa stratégie sur une expérience bien léchée, une belle articulation avec plein d'écosystèmes derrière pour créer un cas d'usage poussé et approfondi sur toute la brique, du partage de messages à l'interaction dans des objets métiers, dans des plateformes dédiées. Donc voilà, Teams a cette orientation-là. Teams va aller vers ça, c'est ce que tu disais, genre en 2021, Teams va progresser sur ce point, en s'inspirant évidemment d'un peu de la philosophie Slack ou maintenant Salesforce. Grégoire, je vais te donner la parole. Il va falloir que tu nous expliques pourquoi certains utilisateurs matures sont séduits par d'autres solutions. Oui, tout à fait. Et merci à tous, merci à Bastien et bonjour à tous, pardon. Effectivement, on va voir là tout de suite les différents usages qui peuvent être appliqués à Teams. Et vous allez voir que en fonction de la maturité de ces usages et des populations, la réponse va être différente. Alors tout d'abord, le plus évident, ça va être la visioconférence. Notamment là, sur cette dernière année avec la crise sanitaire, Teams a montré sa valeur sur les réunions d'équipe, avec le partage de vidéos, le partage audio, le partage d'écran, etc. Donc, pour rassembler une équipe au même endroit. Toutefois, on veut quand même noter que sur des usages plus spécifiques, il ne faut pas faire de Teams l'outil principal. Alors, on vient de parler des Rooms. Alors, c'est tout nouveau. Donc, comme l'a dit Cameron, il y aura peut-être encore quelques mois d'adaptation. Donc, on peut encore s'appuyer sur des outils plus spécifiques tels que Zoom. On peut parler des tableaux interactifs comme Klaxoon, ou même aujourd'hui, on fait cet événement sur Nextstorm, notamment pour pouvoir gérer les replays, gérer facilement vos questions avec nos réponses, et gérer les invitations, tout ça de manière un peu packagée, sans qu'on ait à le développer via Teams. Ces usages de visioconférence, même si Teams les outille très bien, très efficacement, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent s'accompagner d'effets néfastes, notamment par
la saturation des agendas. Enfin, je pense que je vous apprends pas grand-chose, avec des temps entre chaque réunion qui des fois se limitent à quelques minutes, voire quelques secondes. Donc, très peu d'adaptation entre deux points qui parfois n'ont rien à voir. Une efficacité qui est parfois réduite parce que des stimuli extérieurs sont différents qu'au bureau, avec le télétravail et la visioconférence qui augmente. Tout ça pour dire que au-delà de l'outil qui est Teams, et même s'il est très performant sur ce sujet-là, il doit s'accompagner d'un changement de pratique et d'une réflexion sur ces nouveaux usages. Autre point que Teams aborde de manière très pertinente, c'est le travail d'équipe, l'espace d'équipe de référence. On va pouvoir mettre dans une même équipe plusieurs sources d'informations, de travail et de référence pour les différents collaborateurs. On a, comme on a parlé, le chat et les réunions en ligne. On a les documents, que ce soit des documents de travail ou des documents de référence. On peut même parler de la coordination via Planner ou via des outils tiers qui vont permettre d'outiller, notamment avec le télétravail, d'outiller une équipe de manière centrale et unifiée. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que cette centralisation des échanges ne vient pas avec une réelle facilitation de la collaboration. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est sûrement le fouillis fonctionnel de Teams. On l'a vu, la proposition de valeur de Teams n'est pas forcément très claire. Et donc, chaque équipe, chaque personne, chaque entreprise aura une vision différente de l'outil et donc des usages très différents. Ce qui va rendre plus difficile le travail d'une équipe efficace. On a aussi une contextualisation des échanges qui est limitée. La collaboration, elle se passe là où les échanges ont lieu. Et Teams, on a souvent des échanges à deux vitesses. On va pouvoir discuter dans le document sur des contenus très spécifiques, en notifiant une personne, etc. Mais on va aussi pouvoir discuter dans l'espace Teams, donc là vraiment dans l'outil. Mais dans ce cas-là, on discute sur tout le document, qui parfois fait plusieurs pages, on va dire, mais donc pas sur le contenu qui pose problème ou qui pose question. Et enfin, les intégrations que propose Teams, alors elles sont assez riches, on a une belle palette d'outils, mais ces intégrations sont souvent limitées. On voit l'outil, on peut voir le contenu, on peut le consulter, mais très peu d'interactions possibles. On a pris l'exemple de Planner. On aura une intégration via un onglet, mais pas d'interaction via le chat pour répondre à un commentaire, par exemple, en Planner. Et comme on l'a dit, comme je viens de le dire, la collaboration se passe là où la conversation a lieu. Et donc aujourd'hui, la collaboration se passe encore beaucoup dans le mail, qui est un outil finalement presque concurrent à Teams, même pour les équipes dans Teams. Donc tout ça pour dire que une équipe qui travaille dans Teams doit déjà s'accommoder des limites techniques de l'outil, mais doit aussi revoir parfois ses pratiques de travail, avoir plus de transparence, faciliter plus facilement peut-être la coédition, échanger sur les tâches via Planner, etc., pour échanger au plus proche du contenu et donner ainsi de la force à Teams pour enlever du poids dans les échanges du mail. Alors, par quoi ça peut passer tout ça? Ça peut passer par plusieurs, on va dire, améliorations. Déjà, on en a parlé précédemment, s'appuie sur la Power Platform pour augmenter toutes ces intégrations avec les outils de Microsoft, automatiser des remontées d'informations et des interactions, par exemple. Ça peut être aussi, de la même manière, s'appuyer sur des best players au besoin. Une équipe qui a l'habitude de travailler de manière un peu agile va peut-être avoir besoin d'un Trello pour être plus efficace. Tout ça pour profiter de la pleine valeur de Teams, c'est-à-dire sa capacité à centraliser tous les échanges et à organiser l'équipe. Et donc, on va privilégier Teams justement pour ce côté coordination et organisation de l'équipe dans les pratiques de travail. Et enfin, on tient à noter que c'est souvent au processus de s'adapter à Teams, à votre processus de travail, et non inverse. On l'a vu, l'outil peut être lent à évoluer, mais surtout, il devrait s'adapter à une multitude de contextes, ce qui n'est évidemment pas possible vu la taille de l'éditeur.
Pour finir sur l'usage, on va dire, le plus poussé, mais aussi sur la vision que propose Microsoft de l'outil, qui est un peu la Digital Workplace de Microsoft, on peut noter plusieurs limites qui empêchent encore vraiment de nommer Teams comme étant une vraie Digital Workplace. Tout d'abord, si Teams centralise tous les échanges, on l'a vu aussi rapidement, on a peu d'organisation de ces échanges, peu de hiérarchisation. J'accède à tous mes chats, à toutes mes tâches, etc. Mais je n'ai pas vu de vue organisée de ces échanges et on peut facilement être perdu. Vous le connaissez peut-être lorsqu'on a plusieurs équipes en même temps. On a aussi un gros manque qui peut être noté sur le côté Digital Workplace, c'est l'accès aux ressources, aux outils et aux services de l'entreprise. On l'a vu, les intégrations sont limitées et donc tout ce qui va être communication, espace de référence, service aux employés, ces accès-là vont être rapidement limités. Et de la même manière, les outils de travail, les outils de travail opérationnel vont être plus limités avec des interactions qui se limitent souvent à la vue et non à l'interaction pour travailler depuis Teams dans d'autres outils. Tout ça pour dire que Teams a encore à gagner avant de pouvoir être appelé une Digital Workplace pour Microsoft. Alors, pour finir, on vient de voir que Teams couvre une large palette d'usages, de la visioconférence à quasiment la Digital Workplace, mais vous avez peut-être compris que ces usages, cette expérience d'utilisation diminue au fur et à mesure que l'usage se complexifie et s'avance dans la collaboration et la transparence du travail. À l'inverse, on remarque que les best players, eux, ont plutôt une expérience d'utilisation qui va augmenter puisqu'ils se positionnent justement sur ces usages avancés, ce qui peut freiner, on va dire, l'usage des populations qui ont des besoins plus communs et donc qui vont s'y perdre. Donc, la question aujourd'hui, c'est d'outiller, on va dire, tous ces usages communs avec Teams pour satisfaire la masse d'utilisateurs, comme on l'a vu au tout début de la présentation avec Bastien, mais d'aller aussi comprendre à quel moment, à partir de quand les collaborateurs vont avoir besoin de plus, à partir de quel moment la collaboration va être limitée dans Teams, et il va falloir l'outiller avec d'autres outils en complément de Teams. Et je vais laisser justement Bastien présenter ses possibilités. Merci Grégoire. Mais comme tu viens de le dire, je pense que ça illustre bien la conviction qu'on a. Il ne s'agit pas de dire si Teams c'est bien ou que c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Et c'est un compagnon de collaboration qui va très bien convenir à la majorité des utilisateurs sur les usages de partage d'informations, de collaboration autour du document, de visioconférence, etc., etc. Par contre, pour augmenter l'usage de Teams et développer vraiment cette transformation sur des cas d'usage dont on vient de parler, des cas d'usage un peu plus avancés, des cas d'usage pour des populations qui sont un peu plus exploratrices sur des nouvelles voies du travailler autrement, il va falloir se muscler ou compléter son offre. Il y a plein d'acteurs qu'on peut citer ici qui apportent des compléments très précis sur des points précis eux aussi. Mais porter les processus dans Teams, on a vu que c'est dans la boîte à outils standard, c'est pas si facile que ça. On a un acteur français, Celsteam, qui permet justement d'apporter cette couche d'initialisation et de structuration de Teams pour convenir à des cas d'usage métier. On a Powell Software aussi qui développe une gamme de produits, il y a Powell Intranet, mais aussi Powell Teams qui apporte une couche de gouvernance pour accompagner à la création de communautés, pour voir le vrai niveau d'utilisation de Microsoft Teams et avoir une vue sur les communautés qui sont créées. Sur la partie organiser Teams dans une digital workplace, une sorte de portail qui agrège les différentes informations provenant des applications que vous utilisez au quotidien. On a évidemment Loomaps qui permet de développer cette notion-là. Tous ces acteurs ne font pas que ça, mais en tout cas, leur proposition de valeur est sur ce point-là. On a Aster aussi. On a eu l'occasion de faire un webinaire avec eux il y a quelques jours, qui permet vraiment de préparer et de suivre les actions en réunion et qui apporte ce petit plus de productivité pour être un peu plus pointu sur la manière dont on exploite cet outil qu'est la réunion qu'on a tendance à bien accumuler ces derniers temps, j'imagine. On a Klaxoon aussi, que nous, on commence à utiliser beaucoup. Pour ceux qui ont participé à notre Leco Impulse Day il y a quelques jours, voilà, nos ateliers, nous les avons portés dans Klaxoon. C'est ce qu'Arnaud vous présentait
Au début, nous, notre souhait, c'est d'augmenter l'expérience en réunion avec des fonctionnalités de board pour du partage d'idées, mais aussi des fonctionnalités de quiz, de brainstorm. Voilà, c'est quelque chose que Klaxoon fait très bien. Et c'est ce qui distingue en fait une expérience de réunion augmentée d'une expérience standard, visio, partage d'écran et audio qu'on peut avoir dans Teams. Enfin, on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes, mais l'usage de Teams amène, je l'espère, des progrès, mais sauf que ces progrès, pour les atteindre, il faut les suivre et animer sa démarche de transformation avec des indicateurs qui permettent de les mesurer. Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu sur ce point-là, sur le pilotage par l'usage effectif pour exploiter le potentiel de Teams. Juste pour recontextualiser, cette année 2020 a amené une expansion rapide de l'usage de Teams. C'est quelque chose sur lequel Microsoft a beaucoup communiqué. C'est dans toutes vos entreprises un sujet qui a été prédominant cette année. Le déploiement de Teams, le fait de pouvoir compenser la distance en ayant les bons moyens de se réunir et de poursuivre une activité sans pouvoir être physiquement dans le même bâtiment, ça a eu un impact assez fort sur l'utilisation de Teams au quotidien. Donc quelque part, on a eu une appropriation de fait par les collaborateurs sur l'environnement en tant que tel, mais particulièrement sur les fonctionnalités de réunion, de visio. La conséquence de tout cela, c'est que finalement, les utilisateurs sont massivement passés dans Teams, mais par le biais de la visio. Et en étant connectés dans Teams, elles ont aussi été invitées à prendre part à des conversations d'équipe, à prendre part à des équipes projets, à de la coproduction documentaire, etc. Ça a été vraiment dans l'urgence et nous, on pense que c'est pas forcément ce passage dans l'urgence qui crée de la valeur, dans le sens où si on déporte des anciennes pratiques comme l'usage massif du mail pour interagir ou coproduire un document, si on transpose ça dans Teams, on va avoir vraiment un partage sauvage d'informations et de documents. On va avoir une information qui prend vraiment beaucoup de place. On va démultiplier les espaces. On va laisser aussi vivre les espaces avec le temps. Je sais que ça va en parler à certains d'entre vous, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans de vie de Teams, on a tendance à avoir un nombre de communautés qui est créé hallucinant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces, particulièrement pour ceux qui sont morts parce que le projet est terminé ou parce que la personne a changé de fonction dans l'entreprise ou a quitté l'entreprise? Voilà, c'est de ça dont il est question ici. Nous, ce qu'on propose à travers nos convictions et notre approche, c'est de souffler un peu et de prendre le temps de bien travailler l'expérience de travail qu'on veut porter dans Microsoft Teams. Donc, c'est clarifier son objectif de collaboration. On parle de cercle de confiance chez l'ECO et ça, cette notion-là est super importante. Savoir avec qui vous voulez travailler en transparence doit définir la manière dont vous allez créer votre Teams. Sinon, la conséquence inverse de tout cela, c'est vous allez devoir dupliquer des canaux et inviter ceux avec qui vous voulez parler ou faire des canaux privés parce que maintenant c'est possible dans Teams. Donc il y a cet aspect de cercle de confiance. Il y a aussi la définition de convention d'usage. C'est tout bête, mais si on ne s'est pas fixé de règles, chacun va y aller de sa propre compréhension du produit. On peut avoir plein d'effets de bord, mais les gens vont avoir tendance à soit dupliquer les messages qu'ils envoient par ailleurs par mail, soit continuer à utiliser l'email, soit envoyer plein de messages dans les canaux sans mentionner les personnes. Donc, on ne sait pas les actions qui sont attendues de chacun. Donc, voilà, bien se fixer des conventions d'usage. Prendre le temps de configurer et structurer son espace d'équipe. Mine de rien, ce dont je vous parlais sur structurer en canaux, structurer son espace d'équipe, c'est très important. Une fois qu'on a tiré le premier coup, on va dire, avec Microsoft Teams, c'est très dur d'adapter la structure derrière. Voilà. Appliquer des concepts d'agilité, c'est un point qui nous paraît important ici. Parce que, voilà, comme Grégoire l'a montré avec cette histoire de tir à la corde, si on transpose juste l'usage des anciennes pratiques dans Microsoft Teams, on ne va pas en tirer la valeur. Pour mettre en place une gouvernance autour de Teams, on a 2 approches possibles avec beaucoup de variantes. Il y a l'approche 1, et c'est celle qui est outillée aujourd'hui par des acteurs comme Powell Teams ou comme Sales Team ou comme des applications que certaines entreprises ont développées par elles-mêmes avec la Power Platform pour contrôler l'usage de Teams. Donc, appliquer un processus de création d'espace, des règles de nommage, une articulation avec la réalité de l'entreprise et les groupes dans l'annuaire, etc., une gestion du cycle de vie. Donc, c'est assez contraignant, mais mine de rien, c'est une approche qui, moi, personnellement, me fait beaucoup penser au projet SharePoint d'il y a quelques années. Voilà. L'avantage de Teams, c'est quand même de libérer un petit peu les usages et la collaboration. Donc, on a une autre approche qui existe, évidemment, c'est le pilotage a posteriori. Donc, c'est plutôt avoir une approche d'accompagnement qui
donne du sens à l'usage de Teams, qui montre des exemples, qui donne des bonnes pratiques aussi pour définir son but de collaboration et bien structurer son espace. C'est ce dont je vous parlais. Pas laisser les utilisateurs à l'abandon et seuls dans le démarrage avec Microsoft Teams, donc inspirer et piloter l'usage effectif avec les analytics. Un dernier point, j'en parlais tout à l'heure. Alors l'agilité, c'est un mot valise. Il y a plein de concepts derrière. Pour nous, on voit vraiment des choses simples qui peuvent être appliquées directement dans la manière dont vous utilisez Teams. Donc, c'est revoir la manière dont vous travaillez ensemble, vos conventions d'usage, revoir vos rituels. Ça commence par ça et les ordres du jour de ces rituels. Peut-être faire un peu moins de réunions et accepter de travailler en asynchrone dans des canaux dédiés. Donner la parole à chacun. Teams, c'est aussi Teams fait la promotion de la transparence. Chacun peut donner son avis. Donc, clarifier aussi le fait que chacun peut contribuer, c'est pour nous un bon point. Prendre le temps d'exploiter le potentiel de ce qu'il y a dans Teams. Aujourd'hui, Planner est bien intégré. Cameron l'a expliqué tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Il y a des choses à faire dans Planner pour apporter de la transparence sur ce qu'il y a à faire, sur ce qui est en cours, sur ce qui est terminé. Tout ça participe un petit peu aux pratiques d'agilité qu'on peut développer. Évidemment, développer le feedback et l'approbation, mais aussi prendre le temps de revoir l'outil qu'est la réunion. Là, en ce moment, on est tous à distance, on accumule les réunions. Il n'a jamais été aussi facile de se réunir en temps réel, en ligne. Donc, on a tendance à voilà, comme un gaz prendre tout le volume qui existe. Donc, voilà, vous l'avez compris. Prendre le temps, souffler, adapter ses conventions d'usage avant de partir tête baissée dans l'usage de Teams. Alors justement, je vais inviter sur la scène Arnaud qui va nous parler de la mesure de l'usage effectif dans Teams parce que nous, c'est quelque chose auquel on croit très fortement. Merci Bastien. Beaucoup, finalement, dans les grandes organisations vont découvrir ce travail autrement à travers le déploiement de Teams. Alors, ils vont le faire souvent, comme on vient de le dire, à travers la visio. D'ailleurs, c'était souvent à disposition. Et puis, en avril, ils ont découvert que ça fonctionnait bien, y compris depuis chez eux. Il y a également, bien sûr, les espaces d'échange dans lesquels ils peuvent partager des documents. Alors, ils le faisaient déjà dans d'autres outils avant, mais ils commencent à comprendre qu'on peut arriver à mixer conversation au sein de l'équipe et petit espace documentaire. Et puis, on peut même en faire un outil de management pour l'équipe. Donc ça, c'est cette phase d'embarquement dans laquelle encore beaucoup d'utilisateurs sont. Maintenant, l'objectif de Teams, il faut se le rappeler, c'est en soi, d'ailleurs, pardon, ce n'est pas un objectif en soi que de déployer Teams. Il s'agit bien de questionner la façon dont on travaille. Ce qu'on a tous envie, c'est sortir du tout email pour communiquer et collaborer avec ses collègues. C'est gagner en lisibilité sur les informations dont on a besoin pour travailler au quotidien. C'est gagner en efficacité finalement dans ces pratiques au quotidien. Et puis, on voit bien que le tout digital a quand même généré un effet rebond très important. Et donc, être capable aussi de contenir l'excès de réunions, de contenir l'excès d'emails et l'excès d'informations qui affluent vers nous pour arriver à maîtriser son temps. Donc l'embarquement, ça c'est une étape indispensable sur laquelle l'entreprise a pas trop de difficultés à engager, avec notamment des actions de communication, de formation auprès de certains publics. Ça c'est assez bien maîtrisé. Ensuite arrive le moment où finalement on utilise Teams et les briques d'Office 365 au quotidien dans son fonctionnement. Là, on est dans une phase de modernisation. Ça veut dire qu'on utilise plus régulièrement les réunions à distance, on comprend l'intérêt de partager son écran avec ses collègues. Bien sûr, on envoie de moins en moins de pièces jointes pour partager des documents dans des espaces, d'organiser cette information auprès de son équipe ou au sein de ses projets. On commence à mettre plus de transparence sur ses plannings, le suivi des actions des uns et des autres. On est dans de la modernisation parce que finalement, on a porté nos pratiques d'hier dans le nouvel outil. Est-ce qu'on a réellement gagné en efficacité? Est-ce qu'on s'est rapproché de l'objectif? Pas réellement. Donc, il y a cette troisième étape qu'on va parler de transformation. C'est lorsque là, on change sa façon de faire en utilisant le potentiel de l'outil. Alors, du point de vue des réunions, c'est faire peut-être un peu moins de réunions. En tout cas, ça dépend des situations des collaborateurs, mais revenir à un nombre raisonnable de réunions par rapport à son activité, gagner en efficacité. Ça va être au niveau des échanges, ne plus avoir d'échanges par mail, très peu d'échanges par mail au sein de son équipe ou au sein de ses projets. Tout devrait basculer dans des espaces comme celui de Teams. On devrait également coproduire directement dans les documents, discuter directement dans les documents.
en ce qui concerne la gestion de l'information de l'équipe ou de ses projets. Et puis en termes de management, aller petit à petit vers à la fois une concentration dans Teams de toutes les notifications de ces processus, et puis suivre son flux d'activité à travers un Kanban. L'objectif, et c'est bien la promesse de Teams, c'est de constituer un hub ou une digital workplace, et vous aurez réellement atteint cet objectif, un critère très simple. C'est combien de temps vous passez dans votre mail, combien de temps vous passez dans Teams. Logiquement, on devrait passer l'essentiel de son temps dans sa digital workplace si on a atteint l'objectif. Alors, les équipes, elles sont... le changement, disons, plutôt doit se faire au niveau des équipes. Alors, est-ce que c'est à l'IT de porter ce changement, de l'impulser seul? A priori, non. Il y a aujourd'hui possibilité, finalement, de renforcer la nécessité de changer auprès des équipes en leur transmettant de l'information, en leur montrant finalement les limites dans lesquelles qu'ils ont atteint, plutôt, et en leur montrant comment est-ce qu'ils peuvent progresser, et les indicateurs vont influencer ça. Le fait de choisir un type d'indicateur va laisser entendre au public qu'on veut faire progresser cet indicateur. Et si on n'affiche que le nombre d'utilisateurs actifs dans Teams ou que le nombre de Teams, ça veut dire finalement qu'on se contente, surtout aujourd'hui, d'avoir 80% de l'entreprise qui utilise une fois par mois Teams. Est-ce que pour autant on a atteint l'objectif du point de vue de l'efficacité ou d'avoir constitué une digital workplace ou un hub? Je ne pense pas. Bien sûr que non. Donc aujourd'hui, on peut compléter ces indicateurs en étudiant le volume de réunions réalisées, le volume de visio. On peut aussi, je vais vous montrer dans un instant, mesurer la part des pièces jointes, des documents qui sont échangés dans le mail versus dans Teams. On peut également s'intéresser plus précisément aux réunions. Est-ce qu'elles ont des retards, des débordements? Est-ce que les gens font autre chose pendant les réunions? Est-ce qu'on a certains collègues dans l'équipe qui sont noyés par trop de réunions et qui finalement génèrent ces débordements et ces retards? Est-ce qu'on est aussi en mesure de voir si les échanges, les discussions au sein d'une équipe donnée ont lieu plutôt dans le mail ou dans Teams. Et puis, on est également en mesure de voir si la transparence sur les flux d'activité dans les Kanban ou dans les canaux a lieu. Donc, cette transition je porte mes usages historiques dans Teams, puis je questionne ces usages pour arriver à développer un travail autrement, on est capable de le mesurer avec des indicateurs. Et pour que ces indicateurs soient un levier de transformation mis à disposition des équipes, il faut être capable de leur fournir cette information. Donc aujourd'hui, cette data, elle existe au sein d'Office 365, elle est difficile à extraire. Donc il y a des rapports qui peuvent être produits par l'IT, mais ça nécessite un peu de temps. On peut pas par défaut aller aussi loin que ce que je suis en train de vous montrer, mais non seulement on peut avoir des indicateurs plus précis, mais en plus on peut les fournir en J+1 à chacune des équipes concernées. Donc on peut bien sûr suivre l'évolution de son niveau d'activité dans une Teams donnée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous illustrer les indicateurs qu'on est capable de produire. En bas, les deux indicateurs orange et vert, ces histogrammes, ils montrent la proportion pour une équipe donnée, donc une équipe de travail qui choisit d'utiliser Teams pour faire un espace de référence. On va comparer le nombre de posts qu'il y a dans Teams et le nombre de mails qui se sont envoyés entre eux exclusivement. Et on voit que certaines équipes, du coup, se servent de Teams comme un espace documentaire, comme ils le faisaient avec SharePoint, par exemple, quand d'autres arrivent vraiment à déporter tout l'usage mail dans Teams. On voit également la proportion de temps passé, proportion de jours ouvrés dans lesquels ils sont actifs dans Planner ou dans Teams pour essayer de voir si le management de l'activité est bien au sein de Teams. Sur les réunions, donc c'est un vieux sujet, on va pas finalement le révolutionner aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, l'occasion de se travailler à distance et puis de la démocratisation de la visio, c'est un bon moment, c'est un moment opportun pour questionner sa pratique de travail en réunion. Alors, on a vu qu'il y avait des outils pour venir enrichir l'expérience en réunion, mais il est aussi bon d'essayer de rationaliser l'usage que l'on fait de cette réunion, peut-être de consacrer la réunion à autre chose qu'à l'échange d'informations, mais peut-être à des sujets à plus forte valeur ajoutée. Et on voit en tout cas que des équipes ont un nombre de réunions hebdomadaires qui ne laissent plus le temps de faire les activités associées à ces réunions. On voit également qu'il y a un nombre très important, et là dans l'exemple que je vous prends, c'est de mémoire une équipe d'une quinzaine de personnes, il y a plus de réunions, 2 tiers des réunions largement, dans lesquelles les participants envoient des mails pendant les réunions.
On voit également énormément de réunions, pour pas dire la quasi-totalité des réunions, qui démarrent avec un petit peu de retard, pas trop de retard en visio d'ailleurs, par contre qui débordent. Et puis, on est capable également de voir et d'analyser comment se répartissent ces réunions dans la semaine et essayer d'optimiser finalement la gestion de son temps. Du point de vue de la gouvernance de Teams, on est un peu dans la même situation qu'on a été avec les lecteurs réseau, c'est-à-dire une prolifération qui s'accélère du nombre d'espaces qu'on ne vient jamais supprimer et qu'on ne vient jamais organiser. Alors, est-ce qu'on doit mettre des règles en amont ou des règles en aval? C'était le point que développait Bastien tout à l'heure. Sans aller sur cette question-là, sans revenir sur cette question-là, en tout cas, on peut donner de l'information pour permettre à chacun d'essayer de clarifier son espace, et on peut donner à entité par entité les Teams dont elles sont propriétaires, de voir l'activité qui est sur ces Teams, de regarder les Teams qui sont inactives et de leur donner des outils pour finalement décider d'archiver, de supprimer les Teams, de manière à avoir moins de Teams et gagner en lisibilité sur l'information qui est partagée dans cet espace. Bastien, je vais te laisser conclure. Merci Arnaud. Effectivement, on arrive à la fin du temps. On a passé 50 minutes ensemble déjà. Donc avant que je conclue, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On va pouvoir prendre quelques minutes pour approfondir, pour répondre à certaines d'entre elles. Alors, vous l'aurez compris, on a plein de points qu'on a abordés ce matin qui portent sur des thématiques assez différentes. En voici 4. Si vous ne deviez en retenir que 4 de notre analyse et de cette étude qui va sortir dans quelques jours. Teams, c'est un produit multiforme derrière une marque lexicalisée. Donc, vraiment, retenez cette notion que Teams est vraiment un compagnon du quotidien pour des usages assez standards et communs de collaboration, mais gardez en tête, et je pense que vous le vivez au quotidien, que vos utilisateurs, votre entreprise aura une compréhension différente de Teams suivant la marque telle qu'elle leur parviendra à leurs yeux. Gardez aussi en tête que certains best players restent en avance, mais ça c'est une réalité propre à l'éditeur, propre à Microsoft et propre aux best players. On n'avance pas avec les mêmes moyens, la même vitesse, la même inertie et le même nombre de clients derrière. Donc il y aura toujours des acteurs qui tracteront une expérience de collaboration aboutie, un travailler autrement, dont s'inspirera Teams, avec une vitesse plus ou moins grande. On l'a vu, comme Cameron nous l'a présenté, ça peut mettre quelques mois, voire quelques années avant qu'une expérience aboutie sur un cas d'usage donné soit présente dans Teams. Vous l'aurez compris, l'usage de Teams est pour nous à augmenter par d'autres acteurs complémentaires pour soutenir une vraie transformation sur ces explorateurs, sur cette part de votre population et de vos utilisateurs qui vont à fond dans le travail autrement et qui ne vont pas se satisfaire ou qui vont être frustrés de l'expérience un peu commune que Teams propose. Enfin, c'est ce qu'Arnaud a développé. Pour moi, la mesure effective des usages permet de s'inscrire dans une démarche de progrès continu. Vous l'avez vu, mesurer des indicateurs pour vous permettre de valoriser les progrès, de créer de l'émulation, mais aussi de factualiser une situation. C'est ce qu'Arnaud a développé. Voilà, alors je vais prendre connaissance des quelques questions que vous avez. Alors, j'ai une question. Est-on condamné à passer par l'étape 2, transfert d'usage dans l'outil, ou peut-on viser l'étape 3, direct, transformer l'usage à l'occasion du passage sur l'outil? Alors, je crois que ça fait référence à ce schéma-là, effectivement. Alors, plusieurs choses. Nous, vous l'avez vu, on fait cette distinction modernisation, transformation. L'étape de modernisation est nécessaire sur les fondamentaux et les standards de toute l'entreprise, donc vous n'allez pas y couper, on va dire, pour certains usages comme la visio par exemple. Il est important de mettre tout le monde sur le même étage sur comment on peut se réunir à distance. Donc sur certains cas d'usage, voilà, vous allez aussi devoir passer par embarquer toute votre population. Les cas d'usage de transformation, c'est différent, vous pouvez plus travailler ce cas d'usage-là avec une population que vous avez identifiée, une population qui est prête à passer le cap de cette transformation et à travailler un beau succès, un beau cas d'usage avec cette population. Donc en fait, si vous parallélisez les deux, alors, on l'a pas mis ici, mais on a une image d'un skater qui prend de la vitesse dans la phase de modernisation pour pouvoir passer cette étape de transformation. C'est vraiment ça. Profitez de cette démarche de modernisation où globalement, vous allez savoir où vous allez sur des cas d'usage hyper standards pour toute la masse de l'entreprise. Profitez de ce temps-là pour travailler des cas d'usage à plus forte valeur ajoutée avec des populations qui sont matures. Hop. Alors, je sais que ce n'est pas vraiment le sujet de la réunion, mais quelle comparaison peut être faite avec les outils Google, avec l'avènement des salons et l'intégration avec les autres outils Google Workplace? Alors,
pour moi, alors c'est vrai que c'est pas le sujet de la réunion, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'en parler. Google a une philosophie vraiment différente de sa digital workplace. On y reviendra dans notre prochaine étude qui sortira fin janvier, mais Google, sa vision de la digital workplace, c'est Gmail et le cœur de la collaboration et la digital workplace. Regardez tout ce que vous pouvez faire depuis Gmail. Vous pouvez répondre directement à un commentaire dans un document. Vous avez Meet et le chat qui est dispo directement depuis l'interface. Donc les choses sont vraiment différentes dans l'univers Google et l'intégration est beaucoup plus poussée sur la partie collaboration et commentaires autour du document. C'est vraiment là-dessus que Google a basé sa stratégie. Et c'est un exemple qu'on a affiché à l'écran aussi. Pour le coup, Google avait assez vite une expérience aboutie autour de la coproduction documentaire et la gestion de commentaires, vraiment la conversation autour du document, que Microsoft a mis des années à mettre en place dans Microsoft Teams et dans Office Web App. On a toujours besoin de Yammer si on utilise Teams. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, effectivement, c'est la mise en réseau de l'organisation. Teams n'est pas fait pour ça. Teams est fait pour apporter une solution opérationnelle à une équipe, à une entité qui a un objectif, un but de collaboration, comme je le vous disais, très précis. Il y a toujours besoin de mettre en réseau l'organisation, de mettre en place des communautés de pratiques, des communautés thématiques, des communautés d'intérêt ou d'entraide qui vont être ouvertes plus largement au grand public dans l'entreprise, qui vont permettre à certaines populations de se mettre en relation avec d'autres acteurs de l'entreprise qui sont très loin de leur pyramide ou de leur rattachement fonctionnel. Donc, on a toujours besoin de mettre en réseau les collaborateurs. Je le conçois. On a deux produits qui fonctionnellement commencent de plus en plus à se rapprocher et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans nos démarches de transformation, expliquer la frontière entre Teams et Yammer. C'est pas une mince affaire. J'imagine que c'est un peu l'origine de votre question. Mais en tout cas, à mon sens, on a toujours besoin de mettre en réseau les collaborateurs et c'est pas ce que Teams apporte. Et d'ailleurs, c'était une de nos conclusions de l'étude il y a 3 ans. Teams ne permet pas la mise en réseau de l'organisation et donc il y a toujours besoin du réseau social interne. Collaboration à large échelle. Exactement. Une dernière question sur laquelle je suis pas sûr qu'on ait la réponse, c'est est-ce qu'il y a un algo dans Teams qui permet de valoriser les meilleurs postes dans le flux? Alors non, c'est d'ailleurs un problème. C'est ce que Grégoire vous expliquait tout à l'heure. Il y a une sorte de fouillis de l'information. Et Teams, malheureusement, valorise celui qui fait le plus de bruit. Enfin, si je résume la situation, c'est un peu bête, mais plus vous partagez des messages, plus vous allez être visible, plus ça va apparaître, et plus vous êtes le dernier à prendre la parole, mieux vous allez être visible. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, je pense que ça laisse de la place aussi à d'autres acteurs, comment filtrer le bruit, comment mettre en avant des messages les plus importants, comment peut-être épingler demain des messages dans Teams, c'est quelque chose qui pourra être possible, mais en l'état actuel, non. Et c'est un problème, effectivement. Allez, il nous reste encore quelques minutes. Ouais, une question, j'espère qu'on m'entend. Donc, vous recommandez l'utilisation de Teams que pour des utilisations basiques, chat, privé, équipe, visioconférence, sans gérer les fichiers dans Teams. Pour des questions de sécurité, par exemple, non, on ne recommande pas Teams que pour des usages basiques. Non, effectivement, ce sur quoi on insistait, c'est d'être lucide par rapport à Teams. Et donc Teams couvre très bien la visio, ça on l'a vu, le partage de messages, la collaboration autour du document. Et je pense que c'est aussi le sens de votre question. Il y a beaucoup d'équipes qui organisent leur production de documents dans Teams et c'est très bien pour ça. Et comme je vous le disais, Teams et plus globalement Microsoft est aujourd'hui globalement à la hauteur sur la coédition en temps réel en ligne et diminue l'écart que Google avait creusé. Donc pour ces cas d'usage-là, qui sont pour nous des commodités, il faut utiliser Teams. Là où il va falloir des choses différentes, c'est sur des cas d'usage avancés. Je prends un exemple, si vous parliez du document. Pour moi, la frontière entre l'utilisation de Teams et SharePoint, elle est dès qu'on veut organiser, structurer, apporter des compléments sur les documents avec des métadonnées, voire même des workflows ou gérer des bases de données derrière. Bref, tout ce qui a trait au référentiel documentaire de l'entreprise. Voilà, là, Teams va être limité là-dessus. Teams, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de production. Dès qu'on veut organiser son contenu, il va falloir accepter d'aller dans un autre acteur, en l'occurrence ici SharePoint. Et donc cette frontière-là que je vous dessine, on l'a avec les réunions. On parlait de Klaxoon tout à l'heure. Voilà, si vous voulez embarquer vos utilisateurs dans une expérience revue plus interactive, plus participative, qui va au-delà de vidéo, audio et partage d'écran. Voilà, là, il faut choisir un autre acteur complémentaire. Voilà, j'espère vous avoir précisé. Hop, voilà, je pense on arrête la session de questions-réponses. On va arriver à la fin du temps réglementaire.
Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Hop, alors j'avais juste une petite diapo à vous projeter. Je voulais vous remercier pour votre participation. Je sais que c'est compliqué de se dégager 1 heure en décembre avec voilà, la clôture de l'année, etc. Donc merci à vous de vous être inscrits et connectés. Ça fait chaud au cœur. On voit que le sujet fait toujours parler. On se disait, est-ce que Teams c'est encore un sujet? Quelque part oui. Et en tout cas, les usages qu'il tracte et les limites qu'on peut avoir nous passionnent toujours autant. On sortira l'étude la semaine prochaine. Donc, vous avez eu la primeur de l'information en vous connectant ce matin. N'ayez crainte, on va la partager sur LinkedIn, on va la partager sur notre site. On vous la relaiera aussi avec le lien de replay quand on reprendra contact avec vous. Donc, l'information devrait vous parvenir courant de semaine prochaine. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à toute l'équipe, Arnaud, Cameron, Grégoire, Valérian et Eloïsa. Et on vous dit à très bientôt. Donc, il y a la sortie de l'étude la semaine prochaine. Et il y a notre prochain état de l'art qui sortira aussi fin janvier, où là, on développera le 28 janvier, exactement, jeudi 28 janvier, c'est toujours le dernier jeudi du mois, où là, on développera, comme à chaque année, où en sont les démarches de transformation, comment se structure le marché pour soutenir les nouvelles approches de digital workplace, de management visuel. Il y aura plein de contenus, ce sera vraiment très riche. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Merci beaucoup. Au revoir.